puisque, jusqu'à ce jour, la maladie ne peut être guérie, mais seulement prévenue, et que le retard psychomoteur s'installe progressivement dès les premières semaines de la vie, il est indispensable d'en faire le dépistage aussi précocement que possible. En plus de la réaction au perchlorure de fer, d'autres possibilités techniques s'offrent pour effectuer le dépistage. Par exemple, le dosage de la phénylalanine dans le sang au moyen du test de Guthrie. La maladie se transmet comme une tare récessive non liée au sexe. L'union fortuite de deux hétérozygotes apparemment sains entraîne le risque de donner naissance à un homozygote taré une fois sur 4. Le calcul conduit à une fréquence d'1 cas sur 10 000 dans la population générale. Ça l'a ému? Oui, j'ai les larmes aux yeux. Que ça me rappelle une très grande aventure. Le professeur Mosdi Konatchi, au service de pédiatrie de l'hôpital Bicêtre, m'a choisi comme sujet de thèse la phénylcétonurie quand je lui ai demandé d'avoir un sujet pour faire un film. C'était la première fois qu'on faisait un film pour une thèse en France. Au départ, personne ne savait rien sur la phénylcétonurie, où il n'y avait que des renseignements qui étaient épars, mais rien n'avait été conceptualisé. Quand j'étais demandé au professeur Lamy de me signer l'autorisation de faire la thèse, il m'a dit « Mais vous allez perdre votre temps, vous savez très bien qu'il n'y a pas de traitement, tous les enfants deviennent arriérés mentaux à 100%. » Enfin, comme c'est mon ami Mosdi Konatchi qui vous propose de faire ce sujet de thèse, je vous signe l'autorisation. Et puis je me suis mis au travail. Et alors, c'est comme ça, c'est arrivé comme ça. J'ai appris qu'on arrivait à faire un dépistage à la naissance avec le papier réactif. Par ailleurs, j'ai appris qu'il y avait un Allemand à Heidelberg, qui s'appelait Bickel, qui avait eu l'idée de faire un régime alimentaire faible en phénylalanine. Après, j'ai découvert que l'on pouvait faire le dépistage de façon encore plus sérieuse, c'est-à-dire de ne pas laisser un cas sur 2, parce que quand on faisait dans l'urine, on perdait un cas sur 2, en faisant le test de Guthrie. Et puis j'ai fait le film. Quand ma thèse était terminée, j'ai été voir le professeur Lamy, je lui ai dit, voilà, j'ai terminé mon film, 3 ans ont passé. Elle me dit, ben vraiment, vous avez eu du temps à perdre. Alors comme ça, ben, je dis, monsieur, on a trouvé quelque chose. Oh bah oui, vous savez, on raconte tellement de choses. Bon, je commence à passer le film, je vais passer le film dans son service. Il y avait les internes, les externes, les assistants, les stagiaires, tout le monde était là, les infirmières, regardaient le film. Le professeur Lamy, à la fin, dit, mais tout ça, c'est des histoires, ça marche pas, c'est pas vrai. Vous savez, c'est bon. Cette femme-là qui parle, tout ça, ça n'a pas de sens. Moi, j'étais désespéré. Il y a une interne qui me tape sur l'épaule, qui me dit, mais écoute, Maignan, le patron, c'est un vieux con. T'en fais pas. C'est sûrement vrai. Bon. Et puis, le professeur Mosdi Konatchi était donc un des élèves du professeur Robert Debré, et à l'époque, Michel Debré, le fils du professeur Robert Debré, était président du conseil. On va voir un chef de cabinet, on lui explique l'affaire. Oh, il nous dit, vous savez, une centaine de cas par an en France. Si vous saviez le nombre de problèmes qu'on a avec les enfants qui ont le diabète, puis il y a ceux qui perdent la vue, enfin bon, on n'obtient rien. Alors c'était le désespoir, parce que les enfants continuaient à devenir arriérés mentaux. Et puis un jour, je reçois un coup de téléphone, un monsieur qui me dit, ben voilà, je suis le président de la Société des eaux déviants. Ma femme a vu un article que vous avez fait dans Science et Vie,
Puis elle m'a dit, au lieu d'offrir des nécessaires de couture dans la maternité, tu ferais mieux de faire le dépistage de la phénylcétonurie. Alors, je voudrais vous m'expliquer. Alors, il m'invitait dîner à la Lorraine, une brasserie, là, place des Ternes à Paris. Je mange des clams pour la première fois. Moi, j'étais tout... Pouf, c'était extraordinaire. Et puis, il voit ça, il me dit, bah oui, on va faire le dépistage. À Évian, on a un laboratoire. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Ils regardent si les vaches ne pissent pas dans l'eau d'Évian, mais... Vous voyez, ils ne sont pas débordés de travail, mais c'est un laboratoire très performant, parce que l'enjeu est énorme. Et puis, il demande alors, ça faisait partie, Évian avait été racheté par un groupe qui est devenu Danone, au président Ribou, en lui disant, ben voilà, hein, ça serait bien qu'on fasse le dépistage de la phénylcétonurie. Oh, puis Ribou dit non, on a autre chose à faire qu'à s'occuper, la Sécu a qu'à payer, etc. On ne va pas remplacer la Sécu. Moi, j'ai été désespéré. J'avais projeté le film à Lyon, dans le service de pédiatrie, et je le projette. Et puis le professeur François, à la fin du film, il pleurait. Il me dit, Maignan, je suis un salaud. Il y a 13 ans, j'ai une élève qui a fait sa thèse sur ce sujet et qui a dit ce que vous dites. Et puis j'ai rien fait. Depuis 13 ans, on n'a rien fait. Alors, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Quand j'ai appris que le président Ribou était un Lyonnais, je lui téléphone et je lui dis, on a trouvé les eaux d'Évian qui peuvent faire le dépistage, mais le professeur Ribou, il ne veut pas. Bon, mais il me dit, je vais voir ce que je peux faire. Il rencontre le professeur Ribou, il rencontre le président Ribou dans un cocktail, et puis il le prend à part, il lui dit, j'ai appris que tu ne voulais pas sauver les enfants de l'altération mentale. L'autre, il débarque, ils ne se rappelaient pas de quoi il s'agissait. Ah bon, c'est ça? Et finalement, le président Ribou et la Société des eaux d'Évian ont fait une fondation pour faire le dépistage de la phénylcétonurie. Et puis ça a commencé. Au bout de 5 ans, ils avaient dépisté 550 enfants. Et à ce moment-là, la Sécu a commencé à payer. Et puis j'ai eu la médaille de bronze de la faculté de médecine de Paris, la médaille d'argent du mérite civique. Et puis l'émotion de sauver des enfants de l'altération mentale que je revivais à la minute. Ce film, j'ai pris 3 ans. Et j'avais aucun moyen, bien sûr, pour le faire. C'était l'époque où apparaissait absolument... Le film, il est complètement doublé, le son, hein, c'est doublé. Mais on a utilisé pour l'interview la première Coutan qui était au CNRS. Et puis, donc, j'avais pas de moyens. Et j'ai appris qu'il existait une fondation, la Fondation de la Vocation. On pouvait demander un soutien quand on était comme ça jeune et qu'on avait un projet. J'ai posé ma candidature à la Fondation de la Vocation. J'ai été reçu par l'assistant du professeur Pasteur Valérie Radeau, un psychiatre qui a regardé quel était mon état mental. La Fondation de la Vocation faisait attention à qui elle donnait la bourse, qui était important, 2 millions. Et puis j'ai eu la bourse. Et puis j'ai eu surtout un parrain, qui était un des membres bienfaiteurs de la Fondation de la Vocation, qui était le président de Cinéma et Publicité, M. Jacques Zadok. Et alors, il m'a soutenu de façon incroyable, parce que des 2 millions, j'en ai eu 6 de plus. Bon, ça, j'ai pu faire une musique originale avec un orchestre, j'ai pu faire les animations, j'ai pu avoir une équipe de tournage, et puis faire le film. Kodak payait la pellicule, voilà. Enfin. Alors, ça a été une grande aventure et un tournant de ma vie. Enfin, c'était Fondation de la Vocation, la bourse de la Fondation de la Vocation, ça a été extraordinaire. C'était une bourse de Fondation de la Vocation pour le cinéma médical. Alors, quand on voit aujourd'hui que je fais un film sur João de Deus pour la thérapie spirituelle, moi, j'ai toujours été dans la thérapie. La petite Malika, d'origine nord-africaine, a suivi strictement le régime depuis sa naissance. Elle a un développement psychomoteur tout à fait normal, qui contraste fortement avec celui de son frère, qui n'a jamais été traité. À 8 ans, il est grabataire.
son quotient intellectuel est très bas. J'étais toujours... bon, là c'est une chance. André Oder était un musicien, compositeur de jazz. Il est venu avec un orchestre et on était installé au studio Marignan. Alors, les musiciens arrivent, ils ne se connaissaient pas, hein, c'est comme ça que ça se passe. Pour les musiques de film, on forme un petit orchestre. Et puis, il y a un musicien qui regarde et il dit « Bah oui, j'ai apporté mon hautbois. Ah, mais il y a de la flûte. Bah tant pis, je ferai au hautbois. » Au dernier, c'est pas possible de faire sans flûte. Mais, non, c'est impossible. Bon, alors, très tout rouge, il descend, il va dans la rue voir s'il va pouvoir téléphoner à un copain. Et puis, il voit un type au bar. Il était en train de boire un café. Et il lui dit « Mais vous avez une flûte, là ?» Il dit « Oui, je suis flûtiste, j'ai ma flûte. »« Oh, il pourriez me la prêter ? Parce que j'ai oublié la mienne, c'est la catastrophe. » On dit « Oui, bien sûr, je te la prête. » Puis il est revenu avec sa flûte. Et on en fait l'enregistrement. En fait, ce film, ça a été... déjà, avoir la bourse de la Fondation de la Vocation, c'était extrêmement difficile. Il y avait beaucoup de demandes et très difficile à obtenir. D'avoir un parrain miraculeux. Cinéma et publicité, c'était à l'époque avec Jean Mineur, les deux grandes agences de publicité dans les cinémas. Ils avaient tous les moyens. Et puis, cette femme qui dit ça à son mari, elle était hongroise. Moi, j'ai fait sa connaissance. C'était une très belle femme, très intelligente. Et alors cette fondation, Evian Jacquemer, a perduré. Après, ils ont soutenu d'autres recherches sur les maladies enzymatiques. C'est tout un domaine de recherche. Il fallait aussi que ça se développe dans le milieu médical, que le dépistage se développe. Il fallait que le dépistage se développe. Et puis la sécurité sociale ne voulait pas payer. Et puis, un jour, un téléphone sonne, le professeur Lamy, le professeur qui m'avait dit que j'allais perdre mon temps avec cette thèse, et même que je l'avais perdue, il me téléphone. Elle me disait « Maignan, est-ce que vous pouvez venir jeudi prochain à 10h chez le ministre de la Santé ?» C'est le secrétaire d'État à la Santé. Ah bon? Je dis « D'accord. » Alors je me retrouve chez le secrétaire d'État à la Santé. Donc c'était une femme, une Bretonne. Elle nous reçoit, et le professeur Lamy se retourne vers moi. Mon élève, le docteur Maignan, va vous expliquer la phénylcétonurie, car c'est un spécialiste. Et j'ai expliqué à un secrétaire d'État à la Santé toute l'histoire de la phénylcétonurie. Ça n'a pas immédiatement déclenché le dépistage par la sécurité sociale, mais ça a été seulement le début. Alors maintenant, le dépistage se fait partout où il y a une naissance en France, dans les cliniques, dans les maternités. Ça consiste à prélever au sang du bébé, à 5 jours après sa naissance, une goutte de sang sur un papier spécialement comme un papier buvard. Et avec cette goutte de sang, on fait le test de Guthrie. Bien sûr, la piqûre au talon du bébé, c'est qu'avec le bébé ne sent rien, c'est rien du tout, c'est juste une goutte de sang. Et c'est fait partout. Et on dépiste une centaine d'enfants par an en France. Et tout le monde s'est fait à le régime alimentaire. À l'époque, il y avait que le lophénalac. Depuis, il y a même des crèmes dans l'industrie alimentaire, parce que c'est des produits qui sont à travers le monde. La phénylcétonurie, il y en a aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Et il y a maintenant des produits alimentaires avec un taux très bas en phénylalanine, ou sans phénylalanine. Sur le Coca-Cola, c'est marqué, le Coca-Cola contient de la phénylalanine.
en toutes lettres. Bien sûr, j'ai montré ce film à mes enfants, et notamment à ma fille Isabelle. Et elle travaille dans une association de MDR France. Ils avaient une réunion à la FIAP, là où se réunissent des associations. Puis elle est arrivée en avance, puis elle voit dans la salle à côté marqué « Les Feux Follets ». Elle trouve que je demande ce que c'est que cette association qui s'appelle Les Feux Follets. Et puis elle va vers la personne qui arrive, c'était la présidente. Elle dit « Qu'est-ce que c'est les Feux Follets ?» Mais elle lui explique que c'est une association sur la phénylcétonurie qui est faite de parents qui ont eu leurs enfants qui avaient la phénylcétonurie ou d'anciens phénylcétonuriques. Elle lui dit « Vous savez que c'est mon père qui a... » Oh, mais elle n'était pas au courant du tout. Et puis moi, j'avais pas une nouvelle depuis de la phénylcétonurie, je m'en étais plus occupé du tout après les années 66, 67. Et alors j'en ai entendu parler l'année dernière, et on va projeter le film à la prochaine Assemblée Générale, à la rentrée en 2018. Oui, vous avez des rencontres, des synchronicités encore incroyables. Alors, quand ma fille me dit, ben ils sont là, il y a une association qui est en réunion, moi je dis, est-ce que je pourrais parler à la présidente? Alors elle me donne son numéro de téléphone, je l'appelle. On était dimanche, elle dit, on a réunion, puis ce soir on a une réunion du conseil d'administration, on dîne dans un restaurant à côté, là. Boulevard Saint-Jacques, elle me dit, est-ce que je peux venir dîner avec vous? Ah, dit, si, venez, on vous invite. Alors, je suis arrivé. Alors, ça a été incroyable parce que je suis arrivé, et ils sont tous mis à me tomber dans les bras et à m'embrasser en disant « Vous nous avez sauvé notre enfant, c'est formidable ce que vous avez fait, si vous savez... » Alors évidemment, c'était très émouvant, puis j'étais vraiment heureux de voir ça. Et puis ça a été un dîner sympa. En présence des maîtres de cette école, de mes chers condisciples, et devant l'effigie d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque.